Le modèle, l'exemple de la France, et en fait la France, effectivement, ça fait une quinzaine d'années qu'elle a pris le problème à bras le corps, mais on a des résultats qui sont assez mitigés, comme vous allez le voir. Diapo suivante. Alors, j'ai un peu de mal à faire passer. Voilà, donc juste... oui. Et donc, ça, c'est pour vous montrer un petit peu la consommation en Tunisie et les niveaux d'antibiorésistance. Donc là, c'est en millions de dinars l'évolution depuis 20 ans, de la prescription, ou en tout cas de la consommation, parce que tout n'est pas prescrit. Vous savez que les antibiotiques sont utilisés sans prescription médicale. Et vous voyez qu'en 2014, on est à quasiment 200 millions de dinars de consommation antibiotique. Quand on sait qu'il y a 11,5 millions d'habitants, ça fait beaucoup. Et vous voyez que les principales classes sont les pénicillines et les céphalosporines. Et donc ça classe, donc ça c'est un papier qui est sorti l'année dernière, américain, qui évaluait un petit peu le nombre de doses délivrées journalières d'antibiotiques pour 1000 habitants à travers le monde. Et vous voyez que la Tunisie, alors bon, peut-être qu'il y a des limites dans ce papier, mais la Tunisie est placée parmi les pays les plus consommateurs d'antibiotiques au monde. Alors vous voyez, la France n'est pas beaucoup mieux, et c'est pour ça que j'ai une certaine légitimité à parler de la prescription antibiotique, notamment chez l'enfant. Mais il y a un vrai effort à faire partout dans le monde, et particulièrement en France et aussi en Tunisie. Alors, ce qui facilite un petit peu les choses sur cette problématique, c'est qu'il existe un système de surveillance microbiologique en Tunisie, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. Et vous voyez que les pays qu'on dit occidentaux ont des systèmes de surveillance et les pays de l'hémisphère sud en ont un petit peu moins. Mais en Tunisie, il y a quelque chose qui se fait bien, avec 12 sites de surveillance et des rapports qui sont bien faits avec des niveaux d'antibiorésistance. Et ça, vraiment, ça permet de s'appuyer là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui doit persister, perdurer. Alors, voilà, ce que j'ai relevé à partir des données de l'antibiorésistance tunisienne, c'est ça, il n'y a pas de diminution de résistance. Alors, pour le streptoa, il n'y a pas de résistance, hein. Pas de résistance à l'amoxicilline. Ça, c'est pareil en France et globalement à travers le monde. Le streptocoque du groupe A qui donne nos angines, il a 0% de résistance à la pénicilline. Strepto B, c'est pareil. Bon, pour le pneumocoque, c'est quand même beaucoup plus compliqué, et ça a été montré tout à l'heure. Alors, on parle de I plus R, et vous avez du PSDP à 67% actuellement, et ça monte. L'amoxy I plus R, ça monte. Les céphalosporines, c'est assez stable et peu élevé, mais effectivement, ça peut être une problématique, justement, dans les sites comme l'oreille moyenne ou le cerveau, les méninges, où on doit essayer d'éradiquer un pneumocoque de sensibilité diminuée. Là, ça devient vraiment compliqué, et c'est pour ça qu'on a besoin de diminuer ces résistances, et il y a des moyens d'y arriver. Alors, pour le staphylocoque doré, on a un niveau de résistance. Alors, juste peut-être pour revenir sur le pneumocoque, c'est des choses qu'on avait, nous, dans les années 2000, et ça a été montré tout à l'heure par le professeur Hamani, que ça a diminué en France. Et je vais expliquer un petit peu pourquoi ça remonte maintenant en France. Mais voilà, on avait ces niveaux-là et on a réussi à faire baisser. Je pense que c'est un objectif qui doit pouvoir être atteint aussi en Tunisie. Le staphylocoque doré, on a des niveaux de résistance qui sont en tout cas 0% par rapport à la vanco, mais ce n'est pas le traitement de première ligne. Par rapport à la méticilline, en France, en activité communautaire, on est autour de 10%. Communautaire plus hospitalier, on est à peu près autour de 20%, donc pas comme en Tunisie. Alors l'entérocoque faecium, c'est un problème, mais en Tunisie, il y a quand même plus de 200 prélèvements et un niveau de résistance qui est élevé, alors que l'entérocoque fécalis, il n'y a pas de problématique particulière. Et puis les Escherichia coli, alors vous voyez, il y a une grosse documentation, 8000 prélèvements sur 2017, et des niveaux de résistance à l'ampicilline, amoxiclave, qui sont élevés. Escherichia coli résistant aux céphalosporines, 20%, ce qui est quand même une problématique dont on va pouvoir éventuellement discuter ensuite.
Donc, vous voyez, l'entérocoque faecium, les niveaux de résistance très, très élevés à l'ampicilline, et quand même qui monte vis-à-vis de la vancomycine et qui est un problème lié vraiment à la consommation antibiotique. Et pour les Escherichia coli, on a des niveaux de résistance et à la ciprofloxacine et aux céphalosporines de 3e génération qui montent et qui révèlent le problème de la consommation antibiotique. Alors vous voyez, ça c'est juste, je vais passer très vite, hein, mais la France, on n'est pas un bon modèle parce qu'on prescrit, on consomme beaucoup d'antibiotiques hein, sur les pays d'Europe, alors qu'il y en a comme les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou les pays nordiques, qui ne sont pas des pays très différents de nous et qui font beaucoup mieux que nous. Okay, et alors moi je viens de Lille, et Lille c'est tout en haut, et vous voyez moi j'habite dans une région où aussi on consomme, on prescrit beaucoup d'antibiotiques, donc un de mes combats c'est justement d'essayer d'améliorer, de rationaliser la prescription antibiotique. Et puis ce qui a été montré tout à l'heure par le professeur Hamani, c'est aussi que c'est les enfants qui vont avoir le plus de prescriptions antibiotiques, et c'est dans cette population qu'il faut qu'on arrive à diminuer la prescription antibiotique. Et sur cette période 2000-2007, on avait réussi à baisser de 30% la prescription antibiotique chez ces enfants. Voilà. Il faut vraiment garder en tête que l'antibiotique, ça n'existait pas il y a 100 ans. Il n'y avait pas d'antibiotiques et les gens mouraient d'infections simples. Et que maintenant, on arrive à les sauver, enfin, depuis l'avènement des antibiotiques. Par contre, Fleming, qui a découvert la pénicilline, il avait dit, si on ne les utilise pas bien, ce miracle antibiotique, il va disparaître un jour. Et là, on est dans la phase de disparition du miracle antibiotique. Okay, à chaque fois qu'il y a un nouvel antibiotique, ici en rose, qui apparaît, à chaque fois, il y a une résistance qui est décrite. Okay, la pénicilline, la résistance a été décrite par M. Fleming avant même la commercialisation. La streptomycine, l'année de sa commercialisation, il y a une résistance qui a été décrite. Et à chaque fois, c'est inéluctable. C'est inéluctable parce que le but d'une bactérie, c'est de survivre à la pression. Elle va s'adapter de toute façon à la pression qu'on va faire dessus. Donc il faut qu'on fasse le minimum de pression sur les micro-organismes, et notamment, je vais reparler après, sur notre microbiote qui a une fonction essentielle. Okay, et donc là, on arrive dans une situation un peu critique. Vous voyez, l'antibiorésistance, c'est en Europe 25 000 décès par an et un coût très élevé. Aux États-Unis, c'est 23 000 décès par an et 2 millions de malades impactés par ça. Et donc, il y a un vrai impact de cette antibiorésistance, et ici aussi, sauf que peut-être vous ne l'avez pas encore mesuré, mais vraiment, il y a un impact de cette résistance. Et pour vraiment vous le schématiser, en France, on a 12 500 morts par l'antibiorésistance. Okay, les Clostridium difficile, des Escherichia coli résistants aux bêta-lactamines, au carbapénème, etc. Vous voyez, c'est 3 fois moins que les accidents de la route en France. Okay, donc c'est une vraie problématique. Et en plus, alors pardon, je reviens en arrière. Voilà, il est dit que 30 à 50% des antibiothérapies prescrites le sont inutilement. Okay, donc on a une marge de manœuvre, on a une vraie marge de manœuvre. Alors, l'antibiorésistance, c'est quoi ? Voilà, ça c'est le portage d'entérobactéries BLSE. BLSE, c'est bêta-lactamase à spectre élargi, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est émergent partout. En vert, vous avez l'Europe, et en Europe, on s'alarme de cette augmentation. En jaune, vous avez l'Afrique, où ça monte un petit peu plus, et vous voyez que les pays d'Asie du Sud-Est, c'est une vraie problématique. Alors vous dites, oui, c'est du portage, mais ce n'est pas forcément de l'infection. Et bien, là, on a des données d'infection, puisque c'est les infections urinaires à ces entérobactéries BLSE, et elles sont d'une prévalence de 14% dans le monde, avec une variation extrêmement importante. Alors effectivement, en Afrique, en Asie du Sud-Est, on n'a pas beaucoup de données épidémiologiques, mais celles qui sont là sont un peu inquiétantes. Et si on regarde les hémocultures positives à entérobactéries BLSE, la prévalence est d'environ 9%, et ça augmente de 3% par an. Okay, donc, et à chaque fois qu'on garde notre pression antibiotique telle qu'on fait actuellement, si on ne change pas nos pratiques, eh ben, ça va continuer de monter. Et pourtant, on sait que si on change, on peut diminuer. Okay,
L'autre problématique, c'est que les ressources antibiotiques, il y en a de moins en moins actuellement. Avant, les labos investissaient dans l'antibiothérapie, dans la production de nouvelles molécules, et les anciens médecins, quand on les interroge, ils disent, les infectiologues, ils nous racontaient que les antibiotiques, on aura toujours un coup d'avance sur la résistance. Et là, on n'a plus de coup d'avance. On n'a pas de molécules qui traitent les bactéries productrices de carbapénémase. Enfin, pas beaucoup, ça va arriver, mais voilà. Les labos, ils investissent dans des thérapeutiques qui rapportent plus pour des traitements de maladies chroniques. Voilà, et donc, on a un certain nombre de prescriptions antibiotiques inutiles et qui concernent principalement des infections virales ou des angines et des rhinopharyngites. Et donc là-dessus, on doit pouvoir agir. Et donc là, le propos que je vais tenir maintenant, c'est sur quoi on peut agir, vraiment sur ces fièvres virales, ces rhinopharyngites, ces angines et les infections respiratoires hautes dont on a un peu entendu parler, qui correspondent probablement à 2/3 des prescriptions antibiotiques et dont la grande majorité sont inutiles. Alors, on peut regarder un petit peu sur les comportements. Donc il y a des gens qui travaillent beaucoup sur les comportements, soit des médecins, soit des parents, sur le fait de vouloir des antibiotiques à tout prix. Okay, et donc comprendre les comportements en santé. Alors des parents, les parents, ils disent notre enfant a de la fièvre. On dit que c'est viral, mais c'est une incertitude des fois diagnostique. Eux, ils ont une perception de gravité et de fragilité parce que c'est un enfant. Et ils ont une confiance limitée dans leur capacité de gérer l'épisode aigu. L'enfant était bien et d'un coup il est moins bien, il dort moins bien, il mange moins bien, il est grognon. Voilà. Et ils recherchent de la sécurité. C'est ça surtout qu'ils recherchent quand ils consultent. Ils ne recherchent pas forcément l'antibiotique, ils recherchent à être rassurés. Et il y en a beaucoup qui disent « mais moi je ne sais pas pourquoi le médecin m'a prescrit un antibiotique ». Okay. Par contre, il y en a qui demandent véritablement l'antibiotique. Et puis du côté du médecin, il y a aussi cette incertitude diagnostique. Il y a le fait qu'il y a aussi le caractère vulnérable de l'enfant. Hein. Plus il est petit, moins il a de symptômes et plus il a de risque de s'aggraver rapidement. Toujours la perception d'insécurité, recherche de sécurité, et on a l'impression, l'expérience, qu'en donnant un antibiotique, on se couvre. Alors on se couvre de pas grand-chose en fait. Hein. C'est un peu le Xanax du médecin là. Hein. Donc voilà, et donc les gens vont consulter pour essayer de se rassurer, et le médecin va essayer de se rassurer parce qu'il ne vit pas 24/24 avec l'enfant et sa famille, et va prescrire un antibiotique de façon inappropriée. Et donc cette équipe-là en Angleterre a évalué des consultations avec des enregistrements vidéo et montré un petit peu, donc sur une 60aine de consultations, enfants de 3 mois à 12 ans, qui consultaient pour une infection respiratoire, et qui montrait que le souhait des parents, mais aussi que la manière avec laquelle le pédiatre ou le médecin communiquait avec les parents influençait la prescription d'antibiotiques dans des infections respiratoires hautes qui ne justifient pas d'antibiotiques. Voilà, donc votre question, et notre question, et la question de beaucoup de praticiens, c'est comment faire quand les parents demandent des antibiotiques. Il faut vraiment déjà avoir confiance dans le fait que la maladie, le motif pour lequel l'enfant consulte, ne justifie pas d'antibiotiques. D'accord ? Donc il faut avoir une bonne évaluation médicale. Mais ça a été dit toute la matinée et un début d'après-midi, il faut un bon examen clinique, bien interroger sur le comportement de l'enfant. Un enfant qui a 42 fièvres mais qui continue quand même à jouer, à manger un petit peu ou à boire, et qui a des constantes normales, ne va pas avoir une maladie grave. Okay, bien l'évaluer sur les constantes et l'examen clinique. Si on a un doute, c'est pas parce qu'on a un doute qu'il faut mettre un antibiotique. Il faut aller s'aider éventuellement d'examens complémentaires. On a parlé un peu de la CRP qui peut permettre d'aider, et les tests rapides dont effectivement vous n'avez pas forcément accès à tous ces tests. Et puis, il faut avoir confiance dans les recommandations pour des traitements alternatifs. Moi, je préfère qu'on prescrive un antiseptique, du maxillase, un antiseptique, un antalgique, plutôt que d'aller mettre un antibiotique juste pour se rassurer ou pour faire plaisir aux parents et terminer plus vite la consultation. Ok ? Des décongestionnants, enfin voilà. Il ne faut pas minimiser la prise en charge. C'est pas parce que c'est viral que c'est rien. Les parents, ils viennent parce que leur enfant, il dort pas bien, il est grognon, il est collé à leurs bras et il mange pas bien.
Et donc, il a quelque chose, ok ? Il ne faut pas dire c'est viral, donc c'est rien. Ça, les parents, ils n'acceptent pas trop ça. C'est viral, eh ben, on va essayer de le prendre en charge comme il faut. Et donc, il faut arriver à dire, voilà, ça va durer 5 à 7 jours. Ça se surveille, il faut qu'il se repose, il faut qu'il boive régulièrement, il faut qu'il prenne du paracétamol. Et puis, s'il y a des signes qui vous inquiètent, et qu'il est anormalement somnolent, qu'il respire mal, à ce moment-là, vous revenez me voir. Voilà. Et donc, voilà, dans cette communication du CDC aux États-Unis, vous toussez, vous vous mouchez, il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Échanger sur les faits. Voilà, demandez aux gens, mais finalement, pourquoi vous voulez des antibiotiques là ? Les antibiotiques, ça ne marche pas sur les virus. Les antibiotiques, ça ne prévient pas les infections bactériennes. Au contraire, ça va altérer la barrière pharyngée, ça va altérer votre barrière digestive, et ça va faire le lit d'infections bactériennes ultérieures. L'infection virale va durer. Il faut bien qu'ils aient conscience qu'en sortant du cabinet, il ne va pas être guéri, et que dans 2 jours, il ne sera peut-être pas encore guéri. Ok ? Voilà, il faut éduquer les patients, et ça, je pense qu'on a vraiment besoin de l'aide des autorités pour ça. Et donc, c'est donner des informations lors des premières consultations, quand l'enfant n'a pas de fièvre encore, lorsqu'il vient pour une visite de suivi, pour une vaccination, lui dire, voilà, vous savez qu'un jour, il va faire de la fièvre, le plus souvent, ce sera viral, et de temps en temps, ce sera bactérien, le plus souvent, il n'aura pas besoin d'antibiotiques. Il faut s'aider, donc, des fois, de tierces personnes. Le secrétariat peut des fois aider, c'est des gens non médicaux, mais qui peuvent aider au discours. Et puis il faut s'aider de flyers ou d'affiches, de vidéos en salle d'attente, éventuellement, et s'appuyer sur les slogans. Et c'est ça qui avait marché en France il y a quasiment 20 ans. Non, c'est moi. Tu pourrais garder le petit, demain il a une angine. Attends, le médecin lui a donné des antibiotiques. Non, ça sert à rien. Il a fait son diagnostic, c'est un virus. Elle dit qu'avec des antibiotiques, on n'aurait peut-être pas besoin d'elle demain. Elle a fait médecine, t'as vu ? Face à un virus, les antibiotiques ne servent à rien. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Parlez-en avec votre médecin. En général. Voilà, et donc ça avait eu cet impact, cette campagne-là, on a baissé de 23% la prescription antibiotique en France. Et en même temps est arrivé le Prévenard, et donc la vaccination anti-pneumococcique en France, et on a eu une diminution des résistances du pneumocoque que je vais vous montrer après. Bon, le problème, c'est qu'il y a eu d'autres campagnes, mais qui ont été beaucoup moins médiatisées. Et vous voyez, le niveau de prescription antibiotique a remonté. Et c'est pour ça que, alors qu'on a eu une baisse jusque 2014 de la résistance du pneumocoque, là, depuis 2-3 ans, on a une réaugmentation. Voilà, donc il faut s'aider de ce genre de messages, des affiches, des flyers. Il en existe plein. Et je pense qu'il faut vraiment être supporté par les autorités. Il faut redire aussi que les antibiotiques, ça a créé... Voilà, aux États-Unis, c'est 70 000 consultations pour des effets secondaires liés aux antibiotiques. Okay, ça donne des éruptions, ça donne des vertiges, des nausées, ça donne des infections candidosiques, ça donne des diarrhées, et puis la résistance, et puis ça fait consulter. Voilà. Alors, l'impact de la résistance dans la population, les gens, ils s'en fichent quand leur enfant est malade. On est bien d'accord. Et donc je pense qu'il faut les sensibiliser sur l'impact de l'antibiotique chez leur enfant à eux, et notamment sur le fait qu'à chaque fois qu'on met un antibiotique, on va impacter la propre écologie de chaque patient, et notamment donc l'écologie pharyngée, le microbiote digestif, etc. Okay ? Et donc dès la naissance, le microbiote va être déterminé par un certain nombre de facteurs, notamment la flore digestive maternelle, la flore buccale maternelle, la colonisation vaginale, le mode d'accouchement. Si il y a un accouchement par voie basse ou par césarienne, le microbiote de l'enfant va varier. Et puis, dans les premières années de vie, son mode d'allaitement va faire varier son microbiote, et notamment les causes environnementales, notamment les prescriptions antibiotiques. Et son microbiote, il va être à peu près déterminé à l'âge de 3 ans. Et tout ce qu'il aura eu comme impact sur son microbiote avant, ça va très peu faire varier ensuite son microbiote digestif. Et donc tout ça, là, ça va avoir un impact important que je vais vous montrer en quelques minutes. Voilà, donc vous avez une flore variée, vous mettez un antibiotique,
il va rester que quelques entérobactéries qui vont se multiplier, ça c'est les entérobactéries résistantes, et il va falloir beaucoup de temps pour avoir à nouveau une flore diversifiée, mais qui va garder le gène de résistance en lui. Alors que ce microbiote varié, il a un rôle antimicrobien aussi, okay, il a un effet immunitaire, okay, donc il protège de la listeria, de l'entérocoque, par des défensines et par un certain nombre de récepteurs. Par ses productions métaboliques, il a un rôle anti-clostridium, anti-Escherichia coli. Favoriser la production de sels biliaires notamment. Et puis directement, il a un rôle de compétition sur les nutriments avec les bactéries pathogènes. Et il a un rôle sur la toxicité directe vis-à-vis d'autres bactéries, notamment le Pseudomonas. Et à chaque fois qu'on altère le microbiote, on expose les gens, les patients, à un certain nombre de maladies qu'on commence à mieux cerner, le rôle de l'impact du microbiote ou de la modification du microbiote sur l'émergence de ces maladies. Et notamment, un des premiers modèles qui avait été montré, c'est ça. On avait greffé à des souris le microbiote d'une personne obèse et d'une personne non obèse. Et la souris, avec les mêmes régimes alimentaires, la souris du microbiote obèse est devenue obèse alors que l'autre ne l'est pas devenue. Et on a des données sur l'allergie, les maladies auto-immunes. Je vais vous montrer ça rapidement. Dans les diarrhées aiguës, donc vous savez que l'antibiotique, ça peut donner des diarrhées par effet secondaire, mais en Inde, sur 450 enfants à peu près, lorsque l'antibiothérapie était donnée chez des moins de 6 mois, on regardait la fréquence des diarrhées aiguës chez enfants de moins de 3 ans. Il y avait un tiers de diarrhée aiguë en plus chez les enfants qui avaient reçu des antibiotiques dans les 6 premiers mois de vie. Et il n'y avait pas d'effet de l'allaitement maternel exclusif sur ses conséquences digestives. Les antibiotiques pendant la grossesse. Là, c'est une cohorte de 500 à 700 enfants qui ont été suivis soit pour l'otite moyenne aiguë ou la pose de drain transtympanique. Et on voit très bien que si la mère a eu des antibiotiques pendant la grossesse et notamment 2e, 3e trimestre de grossesse, l'enfant a plus de risques en ajusté d'avoir une otite et d'avoir des aérateurs transtympaniques. Et ça a été ajusté sur toutes les covariables. Et on voit bien que là, c'est la pose d'aérateurs transtympaniques sur les 700 enfants. Quand il n'y a pas eu d'antibiotiques, il y a beaucoup moins d'événements de pose d'aérateurs transtympaniques que quand il y a eu des antibiotiques. Et plus vous mettez d'antibiotiques, plus le risque d'otite avec aérateur transtympanique survient. Concernant les allergies, 30 000 enfants suivis jusque 7 ans, avec des allergies alimentaires, allergies aux protéines du lait de vache ou autres allergies. Et on voit que ceux qui ont eu plus de 3 antibiotiques dans leur vie ont plus de risques de développer une APLV, une allergie alimentaire ou d'autres allergies. Concernant l'asthme, là c'est aussi des grosses cohortes. Tous les enfants nés en Finlande entre 1996 et 2004 et évaluation de la survenue d'un asthme avant 2005. Et ils ont apparié cela à des témoins pour avoir presque 7000 pères. Et ce qu'on voit, c'est que lorsque la maman a reçu des antibiotiques pendant la grossesse, ça augmente le risque d'asthme chez l'enfant. Avec là, vous avez le 1. En rouge, c'est non ajusté. En bleu, c'est ajusté. Donc, quand on ajuste sur les cofacteurs, le tabac, la fratrie, l'asthme maternel, ça ne change pas grand-chose. Les antibiothérapies dans la première année de vie, plus il y en a, plus ça augmente le risque d'asthme. Et de la naissance à 6 mois du diagnostic d'asthme, plus il y a d'antibiothérapie, plus il y a de risque de développer un asthme chez l'enfant. Voilà. Et donc il y avait une association significative entre antibiothérapie dans le 3e trimestre de grossesse et asthme avant l'âge de 5 ans. Bon, je vais passer un peu plus vite sur les maladies inflammatoires du tube digestif. Vous voyez des très très grosses cohortes. Et là on montre que plus il y a des traitements antibiotiques, plus on augmente le risque de développer une maladie inflammatoire du tube digestif chez l'enfant. Alors surtout maladie de Crohn, très peu les rectocolites hémorragiques.
Et là, c'est pareil, sur plus d'1 million d'enfants suivis, dont 750 Mickey, le risque augmente si l'antibiothérapie est donnée tôt dans la vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Plus on démarre tôt l'antibiothérapie, plus il y a de risques de conséquences sur le développement de maladies inflammatoires du tube digestif. Voilà, et puis bon, là, il y a antibiotiques et diabète, pareil, il y a un surrisque. Antibiotiques et développement neurologique de l'enfant, on voit que le développement psychomoteur est impacté en analyse multivariée par la prescription antibiotique excessive. Voilà, donc ça c'est vraiment pour essayer de trouver des arguments auprès des parents. Après, voilà, on n'a pas beaucoup de solutions face à la résistance, on n'a pas de ressources nouvelles. L'OMS essaye de développer des actions pour lutter contre la résistance, l'Europe aussi, et pour développer des nouveaux antibiotiques. Hein. Là, on est actuellement sur des antibiothérapies. Globalement, c'est comme les chimiothérapies. Hein. Les chimiothérapies, actuellement, vous mettez une chimiothérapie et vos cellules sanguines pour des leucémies sont impactées, votre tube digestif aussi. Voilà. Les antibiotiques, ça agit sur la bactérie en cause, mais aussi sur toutes les autres bactéries, notamment celles dont on a besoin. Et l'idée, c'est comme dans les chimiothérapies anticancéreuses, avoir des thérapies ciblées. À terme, l'idée, c'est d'avoir des antibiothérapies ciblées sur un gène d'une bactérie. Voilà. Mais on n'y est pas encore. Ça, c'est du domaine de la recherche. Et comme on n'y est pas encore, actuellement, il faut qu'on améliore nos pratiques. Et sur quoi on peut améliorer nos pratiques? C'est sur ne pas prescrire d'antibiotiques dans les angines. Alors ça peut être un peu iconoclaste, mais pas d'antibiotiques dans les angines, ça n'a pas beaucoup d'impact. Et je pourrais vous donner l'argumentaire si vous souhaitez après. Dans les otites, ne pas traiter immédiatement une otite chez un enfant de plus de 2 ans, parce qu'on sait que la majorité va guérir tout seul. Et puis dans toutes les infections de tubes creux, hein, rhinopharyngite, laryngite, trachéite, bronchite, bronchiolite, pas d'antibiotiques. Voilà. Et si on arrivait à faire ça, eh ben, on réduirait la résistance bactérienne. Voilà. Alors j'ai rajouté pas d'antibiotiques si on avait du TDR. Voilà, on pourrait s'appuyer sur le TDR. Alors, je ne sais pas si j'ai un peu de temps quand même, parce que je vais peut-être m'épancher un petit peu, parce qu'il y a du brouhaha sur l'angine. Je vais vous expliquer pourquoi ça vaut le coup de... Voilà. Alors, tout à l'heure, M. Hamami avait dit que dans les angines, surtout chez le petit, c'est principalement du virus. Hein, les échelles ne sont pas les mêmes, donc c'est pour ça que les courbes ne sont pas superposables. Mais vous voyez qu'avant 5 ans, c'est surtout du virus. Et il n'y a pas beaucoup de bactéries. Les bactéries, c'est plutôt entre 5 et 15 ans dans l'angine. Donc chez le petit de moins de 5 ans, quel avantage à traiter par antibiotiques? Et même chez le grand, hein, de plus de 5 ans, quel risque à ne pas traiter? Et quel risque à traiter par antibiotique? Est-ce que vous avez des arguments qui justifieraient d'aller mettre un antibiotique dans l'angine à streptocoque? Qu'est-ce que vous attendez de l'antibiothérapie? Alors le risque de RAA, bon, en France le RAA est virtuel, il n'y en a plus. Hein. Et on m'a dit qu'en Tunisie le RAA était virtuel aussi. Alors, pardon? Alors, on a des syndromes post-streptococciques. Voilà. Alors, vraiment, il y a un certain nombre de pays, de sociétés qui se posent la question de traiter par antibiotiques. Et il y a 2 stratégies actuellement en Europe. Il y a la stratégie française, Amérique du Nord, Italie, Finlande, Suisse, qui est on va traiter que ceux qui ont le streptocoque. Et ça veut dire qu'on doit détecter le streptocoque. Ça veut dire qu'il faut faire le test, on a le résultat en 5 minutes et on traite que ceux qui sont positifs. OK ? À la limite, si on n'a pas de TDR, on fait une culture, on n'est pas pressé de le traiter, hein. On fait une culture, vous aurez le résultat de la culture dans 48 heures, et si elle est positive à strepto, vous le traitez. Ça, c'est une stratégie que vous pouvez avoir. Mais il y a des pays là qui ne donnent pas d'antibiotiques dans l'angine de l'enfant. L'Angleterre, l'Écosse, les Pays-Bas, la Belgique. OK ? Alors, prévenir les complications non suppuratives, autres syndromes post-streptococciques, voilà. Maintenant, c'est des maladies virtuelles ou bien... post-streptococcique, on en a vraiment très 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 peu, ou bien qui vont guérir de toute façon. Et le RAA, on en a, enfin voilà,
C'est lié à certaines souches. Vous avez un niveau socio-économique qui monte. Vous êtes un pays qui devient un pays moderne. Et le RAA, il va disparaître. Donc, ce n'est pas une bonne raison de prescrire les antibiotiques. Et si vous voulez, faites d'abord un prélèvement. Alors, je sais bien que vous n'êtes pas d'accord, mais... Non, la glomérulonéphrite, on en a quelques-unes, mais elles vont guérir. Et le RAA, on en a quasiment plus, ou plus, nous on n'en voit plus, c'est que des cas importés. Et c'est la perspective que vous allez avoir, de plus avoir de RAA. Ok ? S'il vous plaît, laissez les questions et les commentaires après la fin de l'exposé. Si on veut prévenir les complications locales ou loco-régionales, il faudrait traiter 4000 angines pour éviter une suppuration loco-régionale. Donc ça fait quand même beaucoup d'antibiotiques pour éviter un cas. Si on veut améliorer les signes cliniques, alors effectivement, ça améliore un tout petit peu la douleur ou la fièvre, ça diminue les symptômes d'une douzaine d'heures de mettre un antibiotique. Est-ce que vraiment, pour ça justifie? Est-ce que ça diminue la contagiosité? Oui, ça diminue la contagiosité, parce que quand vous mettez un antibiotique, au bout de 24 heures, il est plus contagieux, alors que si vous ne mettez pas, il continue à être contagieux. Cela dit, si vous mettez pas si vous ne traitez pas une infection qui n'est pas grave, c'est pas forcément très grave si elle est transmise. Voilà. Donc on n'a pas beaucoup d'arguments. Effectivement, ça améliore le confort du patient et ça diminue la transmission du streptocoque, mais c'est les deux seuls bénéfices qu'on a du traitement antibiotique. Par contre, on a des effets secondaires des antibiotiques, des consultations, des surcoûts, etc. Voilà. Et donc, il y a beaucoup d'essais, et il y a une Cochrane, 12 800 personnes, juste des essais randomisés contre placebo, et qui montrent qu'il n'y a pas d'avantage d'aller mettre des antibiotiques sur une angine à streptocoque. Et si on veut en mettre, il faut qu'on ait un TDR positif, parce que ça vous fait varier votre probabilité de façon tout à fait significative. D'accord ? Donc, toutes les règles cliniques, ça ne marche pas. Par contre, le TDR, ça marche. Bon, voilà, ça, je vais passer. Alors, les Anglais, puisque ça va répondre à une de vos questions, les Anglais, il y a 20 ans, plus de 20 ans, ils ont baissé leur prescription antibiotique de 40%. Dans l'angine, ils n'ont pas vu d'augmentation d'hospitalisation pour des abcès. Ils n'ont pas vu d'augmentation du RA. OK ? Donc, ils ont baissé les prescriptions antibiotiques. Ils n'ont pas eu d'augmentation de gravité. Voilà. Aux Pays-Bas, c'est pareil. En Écosse, c'est pareil. Voilà, l'otite, je ne vais pas m'attarder sur l'otite, mais pareil, il y a des arguments pour ne pas traiter immédiatement une otite des enfants de plus de 2 ans. Si on a un doute, on s'aide de méthodes de diagnostic parallèles, complémentaires, CRP microméthode ou CRP standard, procalcitonine éventuellement, règles de décision, tests microbiologiques. Je pense qu'on n'a pas trop le temps de s'attarder là-dessus. Par contre, si effectivement on pense qu'il faut mettre une antibiothérapie, il faut vraiment peser le pour et le contre pour l'enfant. Il faut absolument savoir quelle bactérie on vise, quel site infecté on vise et quel antibiotique est le plus adapté. Et ça vraiment, il faut le savoir parce que sinon ça fait du mésusage antibiotique, soit à dose insuffisante, soit à spectre inadapté, soit à diffusion inadaptée chez le patient. Et c'est là qu'on va créer des résistances. Ok, donc il faut suivre les recommandations. Vraiment suivre les recommandations, ça c'est un message important. Et en France, donc on a vu cette diminution de la résistance du pneumocoque avec à la fois le bon usage des antibiotiques et l'arrivée du vaccin antipneumococcique. Donc moi je vous incite à vacciner antipneumococcique, vous verrez résistance du pneumocoque dans l'otite qui va chuter. Voilà, et ça marche dans d'autres pays. Là, à Glasgow, ils ont fait un certain nombre de choses qui ont diminué les résistances des entérobactéries. Voilà, donc pour conclure sur ce topo, voilà, la prescription antibiotique, vous avez vu qu'elle est extrêmement élevée, que ce soit en France ou en Tunisie. Partout dans le monde, globalement, on utilise trop d'antibiotiques, mais vous voyez qu'en Tunisie, c'est une vraie problématique. La résistance est là, on vous l'a montré, et les nouvelles ressources antibiotiques, on n'en a pas pour l'instant. Il y en aura peut-être, mais pour l'instant, il n'y en a pas.
l'impact des antibiotiques sur le microbiote digestif est réel et ça a créé c'est à l'origine où ça favorise l'émergence d'un certain nombre de maladies inflammatoires qui sont extrêmement coûteuses aussi pour le système de santé. Donc les solutions pragmatiques, c'est réduire individuellement les prescriptions antibiotiques inutiles. Et ça, c'est nous tous individuellement. C'est informer, éduquer les patients. Et avant qu'ils soient malades, dès que l'enfant naît, il faut faire cette information. Utiliser des outils d'aide au diagnostic validés et performants. Et puis, en cas d'antibiothérapie, vraiment utiliser la durée la plus courte possible, le médicament avec le spectre le plus adapté, le plus étroit, et qui diffuse bien au site que vous voulez traiter. Voilà. Résister à la prescription antibiotique facile. Je pense que vous ne prescrivez pas de chimiothérapie antitumorale aux enfants, vous ne prescrivez pas d'anti-TNF, d'anti-IL1 aux patients qui en ont besoin. Faites attention à la prescription antibiotique, c'est un capital extrêmement précieux qu'on est en train de perdre parce qu'on ne l'utilise pas bien. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette excellente présentation. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Merci, Dr Dubo.